Cette émission a été rendue possible grâce à la précieuse collaboration de J.C. Perrault. Mesdames, Messieurs, bienvenue à On n'est pas pressé. Ma VIP d'aujourd'hui, ma verbomoteur inspirante avec du panache, nous a fait voyager et rêver grâce à sa série d'émissions La liste de Claudia, diffusée sur les ondes d'Évasion. D'ailleurs, elle parle couramment le portugais, l'espagnol, l'anglais, bien sûr le français. Elle est heureuse en amour et mère de 2 très jeunes enfants. Mais en dessous de ce bonheur et de son sourire, elle a vaincu et combattu pendant des années des problèmes d'intimidation et d'anorexie. Ça vous intéresse? Installez-vous confortablement, parce qu'ici, on n'est pas pressé. Claudia Marquez, merci. Écoute, on se connaît pas beaucoup, toi puis moi, puis en même temps, j'ai l'impression de te connaître tellement. Je pense que j'ai trop regardé ta série d'émissions Évasion. Je pense que ça doit être ça. Bien, écoute, on s'est croisés tellement de fois, toi et moi. Moi, ça fait quand même 10 ans que je fais ce métier-là d'animatrice chroniqueur. Fait que dans les événements, dans les lancements, on s'est croisés dans le Vieux-Montréal aussi, du temps que j'habitais là. C'est vrai. Tu étais dans ton camion, moi, je marchais sur la rue, on se faisait des petits bonjours. Donc, on s'est croisés, mais on se connaît pas vraiment. Fait que je suis tellement contente d'être ici aujourd'hui pour qu'on puisse se jaser. Absolument, on va faire ça. D'abord, première question, Marquez. Ouais. Et quand je t'ai vu parler le portugais dans ton émission au Brésil, j'ai fait, bon, ben, elle est d'origine portugaise. C'est ça, dans le fond. Là. Exactement. Ma mère est portugaise, elle vient de Lisbonne, elle est arrivée ici, elle avait 5 ans. Elle a rencontré mon père, qui est un Québécois. En fait, c'est plus mon père qui l'a rencontré parce qu'il habitait en face, en fait, au 3e étage d'édifice, si tu veux. Des blocs appartements. De blocs appartements. Puis ils se voyaient mutuellement sur les balcons. Puis mon père, il était déjà avec quelqu'un dans le temps. Puis il a vu ma mère, puis il a dit à sa conjointe... C'est elle que je vais marier. Non. Fait que t'imagines la blonde, comment elle devait... Le front, ben oui. Mais effectivement, il l'a eu, sa Anna Maria Marquez. Ça fait combien d'années qu'ils sont ensemble maintenant? Là, je pense que ça va faire bientôt 35 ans qu'ils sont mariés. Donc, ça fait plusieurs années. Puis toi, tu as 34 ans? Moi, j'ai 34 ans. Donc, tu es né pas tellement longtemps après. Non, effectivement. Écoute, toute une passion, ces deux-là. Bien, ils se sont mariés il y a 35 ans. Combien de temps avant ils étaient ensemble avant de se marier? Ça, je ne sais pas exactement. Mais en fait, ben là, tu m'amènes sur l'histoire de ma naissance que je trouve quand même exceptionnelle. Ben oui, raconte-moi ça. Ben en fait, mon père, ma mère n'étaient pas censés avoir des enfants. Mon père avait la varicocèle, ce qu'il appelle. Donc, le médecin avait dit à mes parents que les chances d'avoir des enfants étaient quand même relativement minces. Et ma mère est née le 25 juin. Donc, le 25 juin, sur le bord de la piscine, après un bon repas, une soirée arrosée, eh bien, ils ont fait l'amour. Et mon père a regardé ma mère et lui a dit « Tu es enceinte ». Et ma mère a dit... Ton père, exactement. Ça se peut pas, là. D'abord, il savait que ça allait être elle, puis ensuite, il dit « Tu es enceinte ». Oui. Bien, il faut dire que mon père, d'abord, quand il veut quelque chose dans la vie, souvent, il l'a. Okay. Et je pense que j'ai hérité de ça, quelque part. Oui. Comment il a su qu'elle était enceinte ce soir-là? On peut pas le savoir. Est-ce que ça tire de l'intuition? Je ne sais pas. Mais bref, mes parents disent toujours que je suis comme un petit miracle. Je suis enfant unique, moi. Il n'y en a eu qu'une. Et toute une, hein? Et oui, bien, c'est ce qu'ils ont dit quand j'avais 2 semaines. Parce que déjà, je faisais des colères, je pleurais tout le temps. Fait qu'ils ont comme fait un petit miracle. Il est dur à vivre pour le moment. Mais ils sont bien contents, bien évidemment, là, de m'avoir dans leur vie puis d'avoir leurs petits-enfants. Tu la sens, la dualité de ta culture? Est-ce que tu as été élevée dans les deux cultures, ou plus québécoise que portugaise, finalement? En fait, je te dirais que j'ai été élevée dans 2 cultures, mais pas la culture portugaise nécessairement, plus la culture anglophone et francophone. Ah ouais? Parce que moi, j'ai été élevée dans l'ouest de l'île de Montréal. OK, donc tous tes voisins sont anglais à ce moment-là. Exactement. Donc, à 4 ans, alors que je voulais me faire des petits amis, mais il fallait que je développe la 2e langue, qui est l'anglais. Et aujourd'hui, je remercie la vie d'avoir eu ce privilège-là, parce que je pense que ce qui nous donne, si tu veux, le cadeau d'être capable de parler les langues, c'est quand on est baigné dans un certain environnement. Tu n'as juste pas le choix dans ce temps. Exactement. D'ailleurs, tu fais carrière en anglais, non? Oui. En ce moment même. Exactement. Bien là, je suis en congé de maternité. Oui, mais je veux dire, mais sinon... Mais sinon, je retourne très bientôt à 925 The Beat, qui est une station de radio anglophone. L'ancien Q92, qui est devenu une station rajeunie, si on veut. Alors moi, je fais la circulation sur l'émission du Retour à la maison de 4 à 7. Mais là, es-tu en studio ou tu te promènes dans une voiture comme on le faisait dans le bon vieux temps? Là? Non, moi, je suis en studio, mais j'ai des caméras tout autour de moi. Je suis encerclée de caméras, donc c'est la manière que ça fonctionne. Parle-moi de ton parcours un peu, parce qu'il me semble que je t'ai vu, ça fait... Tu le dis, ça fait 10 ans. Ouais. Mais je t'ai vu un peu partout. Ouais. Tu as tout fait, finalement.
Oui, j'ai pas mal tout fait. En fait, moi, depuis que je suis toute petite, je sais que je veux faire de la télé. C'est un rêve, c'était mon objectif. Tu voulais te voir dans la boîte, toi? Je voulais être dedans la télé, C'est effectivement, pour apprendre le langage des enfants. Parce que moi, mon petit cousin, à un moment donné, il a dit « Comment a fait Claudia pour être dedans la télé, maman? » Alors, je voulais être dedans la télé. Puis, c'est ça, j'ai étudié en éducation spécialisée au cégep. Donc, tu t'en n'a allais rien vers les à voir. En fait, c'est que j'ai toujours été sauveuse dans l'âme. Moi, je suis un peu comme toi. J'aime beaucoup les gens. J'aime aider les gens, leur venir en aide. Puis j'aime comprendre aussi l'être humain, la personne, avec ses faiblesses, avec sa détresse. Maudit, tu vois, c'est pour ça que je t'aime, je te le dis. C'est ça. Je pense qu'on s'est retrouvés là-dedans. Probablement. Ça doit être ça. Ouais, ça vient me toucher. Fait que je me suis dit, je vais m'en aller là-dedans. Comme ça, si jamais ça fonctionne pas, mon ambition ou mon rêve ne se réalise pas, mais j'aurais un plan B. Puis pas qu'il était moins bon que le premier, mais au moins j'aurais quelque chose que j'aime, puis j'aurais quelque chose sur quoi retomber. Puis finalement, la vie m'a amenée à faire le concours Miss Personnalité. En 1998. Tu l'as gagné? Je suis arrivée 3e en 98. OK, bon, on va dire que tu l'as gagné. Je l'ai gagné en 2000. Okay, je suis revenue, je voulais, tu sais, quand je te dis que quand je veux quelque chose dans la vie. T'avais quel âge à ce moment-là? En 2000, écoute. Moins 12, 22 ans, c'est ça, 22. Exactement. Puis ça a affirmé le fait que c'est ce que je voulais faire dans la vie. J'avais beaucoup, beaucoup aimé mon expérience. Et puis, j'ai gagné comme prix un cours à l'école Radio-Télé Promédia. Donc, je suis allée suivre mon cours, j'ai beaucoup aimé. Et là, j'ai commencé à faire des démos. Mais il faut dire qu'à ce moment-là, moi, je sortais un petit peu de mon anorexie. Donc, j'aimais pas nécessairement me voir à l'écran. Ah, oui. Et c'est dur, ça. La télé, c'est tough, là. C'est tellement dur. Je trouve que c'est moins dur pour toi que pour moi, parce que moi, ça me met 15 livres. Toi, tu as encore de la place pour 15 livres. Écoute, t'es gentil, mais je pense qu'on se voit jamais comme les autres nous voient. Non, puis l'anorexie, c'est ça, dans le fond, aussi. Ouais. C'est comment est-ce qu'on se voit. Oui, comment on se sent également. Tu me parles d'anorexie, c'est un problème que j'ai connu autour de moi. Ouais. D'ailleurs, il y a une jeune fille autour de moi qui a ça. Je me sens tellement démunie face à ça. Oui. Toi, à quel moment l'as-tu identifié parce que cette personne-là ne veut pas se voir? Oui. Et à quel moment as-tu réglé ce problème-là? Parce que ça ne se règle pas du jour au lendemain. Là. Non, puis je pense que, tu sais, on s'en sort, mais c'est jamais complètement réglé. Moi, j'ai commencé à être anorexique, dans mon pic, si tu veux, à mon plus creux. J'ai réalisé que j'avais environ 19 ans. Ça a duré jusqu'à l'âge d'environ 21, 22 ans. Écoute, moi, quand j'étais tout petite, on m'appelait la petite grosse à lunettes. D'ailleurs, je vais montrer la photo à l'écran. Vous allez la voir, la photo. C'est une photo quoi? T'étais au secondaire? J'étais au secondaire, oui, exactement. J'avais 12-13 ans, je pense, soit en 6e année ou en tout cas secondaire 1. Puis tu avais le look des enfants de ton âge ou tu détonnais avec les autres? Non, je détonnais. Moi, je trouvais que, en fait, les petites filles autour de moi étaient très minces, très, très petites, de petits formats. Donc, tu voyais boulotte? J'étais boulotte. T'étais boulotte? Oui, j'avais une certaine rondeur. Okay. Je n'étais pas grosse, mais j'étais ronde. J'ai des bonnes joues, moi, dans la vie. Fait que j'avais encore des plus grosses joues. J'avais des lunettes que je choisissais moi-même, mais qui étaient souvent trop grosses pour mon visage. Avec les cheveux que je savais pas trop comment arranger. Les grosses boucles d'oreilles. Puis, en fait, ce qui est drôle, c'est que moi, dans le temps, je m'assumais très bien dans cette peau-là. C'est le regard des autres. C'est le regard des autres, encore une fois, qui est venu me perturber, si on veut. Puis tu as été victime d'intimidation. Oui, j'ai été victime d'intimidation. D'abord dû à mon look, mais également parce que j'étais pas mal chouchou du professeur. Moi, j'aimais ça, l'école. T'étais comme une première de classe? Oui, j'avais rien pour m'aider, finalement. Tu sais, la petite nerd en avant avec les lunettes. Que ces enfants-là soient persécutés alors que, dans le fond, on devrait les élever parce que il y a quelque chose, il y a une réussite, là. Ben oui, absolument, il y a une réussite, mais tu sais comment c'est les enfants. Les enfants sont comme ça. Tout ce qui est différent, tout ce qui est trop chouchou, ça fonctionne pas. Oui, puis les enfants sont cruels. Puis tu as vécu ça pendant toute ta période du secondaire ou tu as mis fin à cette intimidation puis ça a-tu été très loin? Bien, je te dirais qu'une des pires choses qui m'est arrivée à moi, c'était en 6e année. Il y avait une gang de cool à l'école, de filles cool, puis je faisais partie de cette gang-là. Ce qu'ils faisaient, eux, c'est qu'ils ramassaient un petit peu, si tu veux, les nerds, puis à un moment donné, ils rejetaient. C'était ça leur plaisir. Fait que là, moi, ça faisait environ 1 à 2 semaines que je me tenais avec elle. Et je reviens de l'heure du lunch. Et là, elle s'était toute mise en ligne dans l'entrée de l'école, dans la cour d'école. Et il avait ramassé les autres personnes de l'école, les autres élèves. Et ils se sont mis à me chanter « Everybody hates you, chou chou ». Donc, tout le monde taillit, va-t'en. Ça, pour moi, ça a été un moment extrêmement difficile. Le rejet, toi. Le rejet. L'abandon. L'abandon, le rejet. Puis la trahison. Oui, puis ce qu'on veut, nous, à cet âge-là, c'est faire partie d'un groupe. On veut se faire apprécier par nos pairs. Penses-tu donc que ce métier-là, parce que si je vais plus loin, est-ce que ça répond à ça?
Parce que souvent, on a besoin d'amour quand on fait ce métier-là. Ouais. Est-ce que c'est pas, à quelque part, la réponse à ça? Je pense que oui, mais en même temps, est-ce qu'on reçoit tant d'amour que ça? Puis tu vas certainement comprendre ce que je veux dire. C'est que, oui, on se fait arrêter par les gens quand on va magasiner ou à l'épicerie. Puis souvent, les gens vont être très gentils envers nous. Ils vont nous dire des beaux compliments. Ça fait plaisir. Sauf que souvent aussi, on peut recevoir le petit courriel, les critiques. Ouais. Puis maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est pire, là. Exactement. Donc, je pense que, est-ce que ça m'a peut-être pratiqué à être capable de prendre cette critique-là? Je te dirais oui. Mais je pense qu'après ma barre, je suis une personne qui a été très bien entourée, qui a été très aimée, des proches autour de moi. Donc, je pense pas que je vais chercher nécessairement l'amour des gens, mais un certain peut-être respect. L'estime, ça vient de toi maintenant. L'amour, ça vient de toi. Oui. As-tu réglé ce problème-là ou ça sera toujours une zone fragile de ta vie? Côté intimidation, plus l'anorexie. Ouais. Bien, je pense qu'ils ont fait un lien entre les deux. Hein. Il faut dire, là, ils ont fait un lien entre les enfants qui ont été intimidés puis développé l'anorexie. Comme je le dis tout le temps, aujourd'hui, j'ai 34 ans, j'ai 2 enfants, mon corps a changé. Je regarde des photos de moi quand j'avais 19 ans. Je mettais des T-shirts puis des shorts pour aller me baigner alors que j'avais un corps de déesse. Je fais comme crime. Tu sais, j'ai passé à côté du train. Tu sais que ma femme dit la même chose. Pour vrai, hein? Oui, elle a vécu la même chose. Bien, c'est ça, c'est triste. Puis je me dis, je veux pas répéter la même chose à 50 ans puis dire, écoute, quand tu avais 34 ans, tu étais pétard, puis tu sais, tu t'appréciais pas, supposons, tu sais. Donc, c'est réglé au niveau où est-ce que, oui, je me sens mieux dans ma peau, oui, je m'accepte plus, sauf que j'ai des rechutes. Ouais. Il y a des moments où est-ce que je m'aime moins. Il y a des moments où est-ce que, oui, tu sais, je vais faire un petit peu plus attention à ce que je mange, mais je suis dans la norme. Sauf que j'ai toujours mon petit démon sur mon épaule qui me parle. T'es les deux, toi, avec, hein? Oui. T'as l'ange puis t'as le démon. J'ai l'ange puis le démon. Le maudit démon, il parle donc bien fort. Il parle fort, mais sais-tu quoi? Là, maintenant, je l'envoie promener. Ah, c'est bien ça. C'est ça la différence. C'est que j'en suis venue, mais c'est vrai, mais c'est ça la différence. Ben oui. Tu sais, c'est que j'ai accepté que ce problème-là fait partie de moi. J'ai accepté que j'ai un problème. Moi, j'ai 2 troubles. Je me trouve toujours trop grosse et je me trouve jamais assez belle. Moi, j'ai souffert de ça aussi au niveau de la perception. C'est ça. Hein. Je veux juste te dire ça. Là, je sais que tu ne prendras pas, mais j'ai pas vu une belle fille s'aimer. Je te dis, ça m'est jamais arrivé. Ouais, jamais. Hein? Mais c'est triste. C'est triste. Mais à quelque part, moi, Louise Deschâtelet, qui est une femme que j'admire puis avec qui j'ai travaillé longtemps, à un moment donné, on a fait une émission ensemble puis on parlait de la beauté. Puis elle m'a dit quelque chose d'extraordinaire. Elle m'a demandé, toi, Claudia, est-ce que tu sais que t'es belle? Puis j'ai comme fait, ben non, tu sais, pas vraiment. Moi, je me vois vraiment comme the girl next door. Puis ça me convient, je suis bien là-dedans. Puis elle m'a dit, tu sais, Claudia, elle dit, ce qui est important dans la vie, c'est d'être consciente de sa beauté, mais de ne jamais le savoir. Puis j'ai trouvé que c'était bien dit, tu sais. Parce que tu peux aussi l'utiliser de façon très positive. Tu comprends? Oui, tu peux mais l'utiliser. c'est correct. Mais quand je dis utiliser, peut-être que le mot est pas juste, mais c'est un atout, on va dire. Hein? Oui, bien, je suis consciente de mes atouts. Oui. Ça, c'est important, comme n'importe qui. Je pense qu'on devrait tous être conscients de ses atouts. C'est une qualité supplémentaire, puis qu'est-ce que tu veux, c'est la génétique, tu l'as hérité, puis tant mieux, Oui, mais ça peut jouer contre nous aussi. Si on s'en sert mal. Bien, ou simplement parce que le jugement des gens, c'est souvent « Ah, c'est une belle fille, elle n'a rien à dire ». On va vérifier, voir si t'as rien à dire. Ah ouais? Je te le dis. On va avec mon prochain bloc, avec ou sans pulpe, avec mon invité, Claudia Marquez. Vous allez voir qu'une belle fille, c'est de l'opinion. D'ailleurs, tu m'as suggéré des sujets, puis tu veux en débattre avec moi. Moi, moins en discuter. Je ne veux pas souvent en débattre, parce qu'on va peut-être du même avis, toi puis moi. Les maladies infantiles. Tu sais que ma fille était longtemps malade. Je savais pas. Ouais, ma fille a longtemps été malade. Ah, bien, on a quelque chose en commun, encore une fois. Ben oui. Puis pourquoi ce sujet-là, toi? Bien, en fait, moi, pour 2 raisons. D'abord, il y a 8 ans, alors que je débutais ma carrière en télé, moi, j'ai toujours dit que je voulais redonner à la vie. Puis, je cherchais une cause à épouser. Puis, un bon ami à moi, Manuel Urtubise, travaillait pour la Fondation des Étoiles. Du moins, il faisait du bénévolat et devait animer une soirée et il était dans l'impossibilité de le faire et m'a donc demandé de le remplacer. Et j'ai commencé à faire du bénévolat pour la Fondation des Étoiles qui fait avancer la recherche pédiatrique au Québec. Et j'ai adoré mon expérience. Je me suis dit, voilà, les enfants, tu sais, ça touche tout le monde. Puis un enfant malade, ça ne devrait pas être. Et 2 ans plus tard, je suis tombée enceinte de Noah qui a été hospitalisé à l'âge de 9 mois. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a eu, Noah? Ben, Noah, il a eu des spasmes infantiles.
C'est quoi ça? Et en fait, c'est qu'il était assis dans sa chaise haute. Et là, tout d'un coup, il y avait comme des chocs électriques. Donc, ça faisait comme... il y avait du son également qui sortait. C'était comme des chocs. C'est neurologique? Oui, c'est d'ordre neurologique. Alors, on l'a amené à l'hôpital et le médecin l'a regardé et a dit, « Madame, votre enfant, il est vraiment pas normal. » Je dis, « Bien, je sais, c'est pour ça que je suis ici. » Merci, ça me rassure. Alors, finalement, non, mais tu sais, c'est parce que j'ai vraiment envie de me faire dire ça. Moi, je suis déjà dans tous mes états. Ben oui, je vais te faire rassurer, là. Ben oui, exactement. Donc, appelle le département de neurologie. On a passé tous les tests possibles, des prises sanguines. Et dans son sang, ils ont trouvé une autre anomalie qui n'avait rien à voir avec ses sangs. Une enzyme qui était beaucoup trop élevée. Et là, on croyait peut-être à une maladie incurable des os ou du foie. Aïe, aïe. Et tout le processus a duré 1 mois et demi environ. Jusqu'à temps qu'ils découvrent qu'ils avaient quelque chose pour le guérir, quoi. Bien, jusqu'à temps qu'ils découvrent que du côté neurologique, ça se pouvait que ça soit des courts-circuits qui se faisaient dans son cerveau. Il était très, 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 très intelligent. Ouais, il l'est encore, d'ailleurs. Oui. Donc, peut-être que c'est ce qui faisait en sorte que ça faisait des courts-circuits et que c'était un faux positif. Donc, et je me rappelle, Éric, un des soirs, on a eu congé de l'hôpital et c'était dans le temps de Noël. Hein. On regardait un commercial et le commercial, c'était un papa qui s'apprêtait à jouer au hockey avec son fils. Et son fils, il avait... Pardon. Il avait son casque, puis ses gants, puis son bâton, puis ses patins, puis il dit « Papa, viens jouer avec moi. » Puis mon mari m'a regardé l'air de dire « Est-ce que moi, j'aurai la chance un jour de vivre ça avec mon enfant? » Donc, 8 ans plus tard, je suis toujours impliquée avec la Fondation des Étoiles. Puis ton gars joue avec son père au hockey, je suppose? Plus ou moins. Mon gars, il n'est pas très fort au hockey. Il est plus artiste puis danseur dans l'âme, mais il est encore là. C'est ça qui est important. Tu nous as amené des photos. Il faut que je les montre. D'abord, oui. La photo complète de toute la famille. Regardez ça, comment ils sont beaux. Les 4 ensemble. Ensuite, il y en a une belle, la noir et blanc. Ça, c'est Noah avec Lily Blue. C'est précieux. Les enfants, c'est précieux. Puis je trouve que c'est injuste un enfant malade. Je vais en montrer une troisième, celle où tu es avec tes 2 enfants. Regardez le bonheur dans le visage. D'avoir des 3, là, je pense. Oui, c'est vrai que c'est du pur bonheur. C'est à la fois le travail le plus exigeant que d'être un parent, mais le plus extraordinaire du monde. Le vieillissement. Ça t'inquiète, toi, à 34 ans, ou c'est le vieillissement en général qui t'inquiète? Le vieillissement m'inquiète pour 2 raisons. D'abord, parce qu'une fois que j'ai accouché, j'ai comme vraiment compris le sens du cycle de la vie. Oui. Et là, j'ai su que... Puis quand tu regardes Le Roi Lion, ça te le rappelle? Là? Oui, exactement. Fait qu'on sait qu'on est tous sur une liste d'attente. Puis que, quand mes parents vont partir un jour, ensuite, c'est moi, puis ensuite, c'est mes enfants. Et moi, mes parents, c'est mon roc. Hein. Je suis enfant unique, j'ai un lien très, très tissé serré avec eux. Puis juste à la pensée de les perdre, ça me bouleverse énormément. Donc, mais ça fait partie de la vie. Tu vas me dire, mais je suis pas encore à 34 ans prête à ça. Je sais pas si un jour je vais le devenir, je ne crois pas. Je pense qu'on peut pas s'immuniser contre ça. Non, je pense pas. Je pense que quand on aime... étant donné que aussi tu es enfant unique, il y a un attachement particulier, j'imagine, avec tes parents. Oui, on est très, très près. Mais c'est le cycle de la vie. C'est le cycle de la vie. Dans le fond, c'est la pire leçon, enfin. C'est pas une leçon, là, mais le pire là-dedans, c'est que c'est naturel. C'est ça. C'est naturel, mais c'est quand même triste. Oui, puis, absolument. je veux dire, c'est touchant quand on perd quelqu'un de proche. Et deuxièmement, parce que je trouve que nos aînés vieillissent dans des conditions pitoyables. Absolument, oui. Je trouve ça triste de les voir aller. Souvent, sont seuls. Et de mourir dans la solitude, ou de mourir dans des conditions qui sont exécrables, si on veut. Moi, je trouve ça vraiment triste. Conciliation, travail, famille, t'es là-dedans? Oui, je suis là-dedans, c'est ça. C'est pour ça que ça m'angoisse un peu, pour être bien honnête. Là. As-tu l'impression que ça peut empêcher le développement de ta carrière ou l'avancement de ta carrière d'avoir 2 enfants? Bien, c'est sûr que j'ai plus la même flexibilité au niveau de mes horaires, parce que j'ai fait du salut bonjour longtemps, je me suis levée très tôt pendant la nuit. Quand ton enfant est malade, là, puis qu'il s'est déjà réveillé à 10h, à 11h, à minuit, puis il faut que tu te lèves à 2h, c'est difficile. Chapeau aux gens qui le font, qui ont des enfants. Là. Mais moi, je fais l'émission du retour à la maison, donc j'ai un horaire idéal dans le sens où si les nuits sont difficiles, c'est pas grave, je peux récupérer pendant la journée, je peux passer du temps avec mes enfants. Mais papa... C'est ça. Puis papa revient, puis c'est lui qui s'occupe des enfants. C'est ça. Ouais. Et papa, il faut qu'il s'occupe de chercher les enfants, nourrir les enfants, donner le bain aux enfants. Mais les papas modernes, c'est correct, là. Ah, mais oui, mais c'est... Ils sont bien avec ça, là. Oui, mais c'est pas du tout parce que je pense pas qu'il est capable de le faire, c'est parce que moi, je vais tout manquer ça. C'est plus ça. Je veux rien manquer. Il y a une phrase dans une chanson de Joe Dassin qui dit « On perd sa vie à la gagner ». Malheureusement, c'est ça. Oui, mais c'est ça. Mais je veux pas payer ce prix-là, tu comprends? Je pense que dans la vie, on a quand même des choix. Souvent, les gens vont dire on ne peut pas vivre à un salaire.
Oui, c'est sûr que c'est difficile, mais je pense qu'on veut toujours faire comme les autres puis avoir le même statut que les autres. Mais je pense que, pas nécessairement tomber dans la simplicité volontaire, parce que ça, c'est l'autre extrême, mais je pense qu'on est capable de faire des choix qui nous amènent à être capable de passer du temps important avec nos enfants et d'avoir un certain salaire. Je pense que tu vas aimer mes prochaines questions. On s'en va jusqu'à la dernière goutte avec mon invité Claudia Marquez. Portion 10 questions en rafale. Je l'ai taillé sur mesure, mon petit questionnaire pour toi. Il s'appelle « Trop, pas assez ou suffisamment ». OK. Et je te dis un mot, puis tu me dis si c'est trop, pas assez ou suffisamment. OK. Le travail. Trop, pas assez ou suffisamment? Suffisamment. Bien assez? Tu peux élaborer, là. Tu fais quelque chose, moi, là? Non, mais c'est parce que présentement, suffisamment, parce que je me verrais pas travailler des heures de fou, parce que je trouve que ma petite est encore trop petite, puis que je suis une mère symbiotique, puis qu'est-ce que tu veux, je suis comme ça. Elle a quel âge, la petite dernière? Elle a 9 mois. Que c'est encore trop jeune. Mais je te dirais que dans un an, j'aimerais ça, je te dirais peut-être pas assez, parce que j'aimerais refaire de la télé. Là, présentement, je travaille à la radio. J'aime ça. C'est un médium de communication qui est différent. C'est le fun, c'est très personnel. Mais je m'ennuie de la télé. Je m'ennuie des voyages. Donc, éventuellement, c'est sûr que j'en voudrais plus. OK, donc ta réponse, c'est à ce moment-ci. Oui. On s'entend là-dessus. Oui. L'argent, trop, pas assez ou suffisamment? Suffisamment. As-tu vécu de l'insécurité financière dans ta vie? Oui. Mais en fait, financièrement, dans le couple, je te dirais que c'est plus mon chum qui est insécure. Moi, dans ma philosophie, c'est que l'argent rentre, l'argent sort. Toi, t'es comme un oiseau, là. Je suis comme un oiseau. On va avoir ce qu'il faut tous les jours. Oui. C'est sûr que, tu sais, je regarde des amis qui en ont plus, puis c'est correct, mais je les envie pas. Tu sais, je suis contente pour eux, mais je suis contente pour moi. Je suis bien dans ma situation. Des enfants, trop, pas assez ou suffisamment? Oh my God! Trop! 2, c'est trop? Trop! Ah oui. Écoute, oui, pour moi, là, je suis une maman qui est capable de prendre 2 enfants, mais c'est ma limite. C'est ma limite. Je pense qu'un 3e, ça me rend folle. Fait que, ouais. OK. De l'amour, trop, pas assez ou suffisamment? Ah, je pense que ça, on n'en a jamais assez. Je pense qu'il y a toujours place pour avoir plus d'amour. Puis comme tu es une donnante, tu nous l'as dit, Ouais. là, donc c'est bien. Es-tu capable de bien prendre l'amour? Parce que tu es capable d'en donner, mais ça, c'est... Ah oui, ça je suis va? capable de bien prendre l'amour, oui. OK. Le bonheur, trop, pas assez ou suffisamment? Le bonheur. C'est une bonne question. Ça dépend des jours. Ça dépend des jours, je pense. Je pense qu'il faut faire notre propre bonheur. Il y a des matins que ça ne nous tente pas. Il y a des matins qu'on en aurait besoin de plus. Il y a d'autres jours où on pourrait en donner. Ce matin, c'était comment? Non, ce matin, ça va super bien. J'étais contente de venir te voir. Fait que non, aujourd'hui, j'ai beaucoup de bonheur à offrir. La confiance, trop, pas assez ou suffisamment? Confiance, je pense que c'est suffisamment. Ouais, je pense qu'au niveau de la confiance en soi, faut pas avoir trop confiance, faut pas en avoir pas assez, faut que ça soit juste correct. Sinon, ça, je pense que j'arrive bien à jongler ça. De l'équilibre, trop? Ah, ça, on n'en a jamais. Pas assez ou suffisamment? Mais ça, c'est un problème de société, l'équilibre. Je pense que c'est pas juste moi. Mais c'est vrai que tu peux le reporter sur toi ou sur les autres. Ouais. Mais si je te parle de toi, l'équilibre, ça va? Oui. Je le sais pas. Je suis pas équilibrée, hein? Je le sais pas. T'es pas dit que t'es pas équilibré. C'est parce que j'essaie de dire... Parce que je me remets dans mon... Tu sais, quand je te pose la question, je la pose aussi à moi, là. Oublie pas ça, là. L'équilibre, c'est tellement dur à avoir. C'est très difficile. Puis quand tu l'as, tu le perds. C'est pas des farces, là. Ouais. Tu sais, tu fais ton frais, tu fais « Oh, OK, là, je l'ai. » Paf, il y a quelque chose. Parce que l'affaire, là, c'est qu'on peut pas être équilibré sur tous les aspects en même temps, je pense. Et c'est ça. Ouais. C'est qu'on peut être équilibré dans, je sais pas moi, dans notre attitude, dans notre façon de voir les choses, mais on a bu un verre de vin de trop. Ouais, c'est comme la diète a pris le bord. Je pense que un équilibre global, c'est dur à atteindre. L'estime, trop, pas assez ou suffisamment? Ah, pas assez. Ouais. J'ai de la confiance, mais j'ai pas assez que tout le d'estime. monde l'arrache, ça. Ouais, hein? Tu le dis, là, dans toutes les entrevues que j'ai faites, là, Ouais. il y a toujours l'estime qui ressort, tout le temps. C'est bizarre, ça, hein? Pour des gens qui font quand même notre métier. Oui, tu sais, absolument. À un moment donné, ça devrait comme arriver, là, mais non. Ouais. Non, ça, c'est... Ouais, je pense que ça, j'aurais besoin d'aller en puiser quelque part. 3 questions encore. Trop, pas assez ou suffisamment de l'estime? Ça, j'en suffisamment. Ah, je t'ai dit l'estime, excuse-moi. Mais de l'estime des autres, l'estime de soi. Tu peux élaborer, c'est vrai. Excuse-moi, j'ai posé 2 fois la même question. Oui, non, mais tantôt, tu as dit l'estime de soi. Oui. Puis l'estime, je l'ai vu comme plus l'estime en Vas-y, général. OK, oui, Puis c'est ça, correct. je trouve que j'en ai beaucoup de la part des autres, oui. C'est bien le regard des C'est autres quand important. même. Ouais. Mais des bonnes personnes, par exemple. Oui, effectivement. OK. Trop, pas assez ou suffisamment de l'espoir?
Ah, de l'espoir, on n'en a jamais assez, je pense. C'est important d'avoir de l'espoir pour toutes les situations. Ça nous permet de rêver. Puis le rêve, c'est ce qui nous garde en vie. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a gardé en vie longtemps. C'est ce qui m'a sorti de mon anorexie, de rêver, de voir les possibilités. Et pour moi, si je peux léguer quelque chose à mes enfants, c'est ça. Si tu rêves d'être n'importe quoi, il y a possibilité de l'être. Il y a possibilité. Juste te dire en passant, les enfants, ils font pas ce qu'on leur dit, ils font ce qu'on leur montre. Oui. Mais en tout cas, j'espère que... Parce que, tu sais, moi, je suis une mère imparfaite, là. J'en suis consciente, comme plusieurs êtres humains. Mieux. Mais, tu sais, puis je suis pas toujours patiente, puis des fois, je dis pas toujours le bon mot, puis bon, ça m'arrive. Après ça, je m'excuse, puis mon fils, il voit que je suis humaine, tu sais. Je pense que... Mais ce qui est important pour moi, c'est ça, tu sais. Je veux qu'il sache qu'il est capable de faire ce qu'il veut faire dans la vie. Et dernière question, trop passé ou suffisamment la foi? Pas assez. Tu crois pas assez? Bien, moi, je trouve que j'ai la foi, mais j'aimerais ça être capable de l'inculquer plus dans mes enfants. Puis la foi, pour toi, ça veut dire quoi, au juste? Bien, c'est de croire en quelque chose, peu importe qu'est-ce que c'est, quelque chose qui nous fait en sorte qu'on veut être meilleur, puis qui nous rend un meilleur être humain. Pour moi, c'est ça. Tu recommences bientôt, tu retournes à la radio après un congé de maternité de combien de temps? J'ai pris mon année. Oh, wow! J'ai pris mon année. C'est important pour moi de le faire. À l'émission de Beat, tu fais la circulation. Tu co-animes aussi, hein? Oui, un petit peu de co-animation, oui. 92,5 FM, c'est à Montréal. Tu es aussi ambassadrice de la campagne de financement. Puis on est dans la campagne de financement, là, avec l'ANEB. Exactement. Parle-moi de l'ANEB. Bien, ANEB, c'est Anorexie Boulimie Québec. C'est un organisme à but non lucratif qui offre des services de première ligne aux personnes atteintes d'un trouble alimentaire, mais également à leurs proches, parce que si la personne souffre, bien, les autres qui l'aiment aussi, bien évidemment. Ça rayonne. Donc, ligne d'écoute, il y a du clavardage, du forum, des kiosques d'information, des thérapies individuelles, des thérapies de groupe. Alors, vraiment, un organisme qui vaut la peine d'être encouragé. Alors, on demande aux gens d'aller sur le site anebquebec.com, de faire des dons. Il n'y a pas de petits dons dans la vie, que ce soit 5 10 15 peu importe, pour que ça survive, parce que c'est un fléau, puis il y a plusieurs personnes atteintes au Québec. Est-ce que ça va en grandissant? J'ai l'impression que oui. Ça va en grandissant, malheureusement. ANEB a traité 18 000 personnes l'année passée, est venue en aide à 18 000 personnes. Ça, c'est à travers le Québec. C'est énorme. Et ça commence de plus en plus jeune. Et ce qu'on note, c'est qu'il y a des femmes de 40 ans maintenant aussi qui souffrent d'anorexie. Donc, il n'y a personne qui est immunisé. C'est aneb.com, hein, c'est bien ça? Anebquebec.com. Anebquebec.com, si vous voulez avoir des informations ou faire des dons. Écoute, je veux d'abord dire aux gens, parce qu'il reste à peine 60 secondes, c'est tellement passé. Si vous avez des choses à nous dire, des informations, vous allez sur notre page Facebook de l'émission On n'est pas pressé. Vous pouvez aussi nous écrire à info@tvrl.ca. Mon invité est la semaine prochaine, ça va être Gilles Proulx. Gilles! Extraordinaire. T'as-tu déjà travaillé avec? Non. Il est extraordinaire parce que t'as pas travaillé mais... avec. Non, c'est pas vrai. C'est un être extraordinaire. C'est toi qui l'as dit, non, pas moi. Je pense que c'est une blague. D'abord, merci. Je vais te finir ça avec une pensée qui m'a fait penser à toi. Oui, OK. Elle est de l'abbé Pierre. OK. Et elle dit la chose suivante. Un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais donne autant de lumière. C'est vrai. C'est vrai, hein? Oui, c'est pour ça qu'il faut sourire tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Hey, ça me fait... Ben non, on va se faire la bise quand même, hein? Absolument. Merci. Merci à toi, Éric. Merci, ma belle. Ça a été un plaisir. Un plaisir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci d'avoir été là.